Donc, je passe la parole, vous avez ça dans la discussion, la parole à Khaled Régis, donc professeur de l'Université de Fès, pour nous parler donc de la rhétorique à la communication ou le trajet épistémologique d'une discipline. Merci, Sijaber. Je voudrais tout d'abord remercier le doyen de la faculté des lettres sciences humaines de l'OCDES et en la personne de Sébastien Babonsi, que je remercie aussi pour sa personne et surtout pour tout ce qu'il a fait au niveau de l'organisation de ce colloque international. Et surtout pour la qualité du thème choisi, avec évidemment ses collègues du département de philosophie. Je voudrais également le remercier d'avoir associé notre laboratoire de recherche sur l'expression littéraire artistique, la ROLA, à l'organisation de cette manifestation scientifique. Nous avouons, lui, donc, un certain nombre de collègues, que nous sommes contaminés par le virus du savoir et de la recherche, et nous continuerons à travailler dans ce sens en dépit des moyens, on va dire, inexistants, ou bien des moyens, je vais le dire en dialectal, c'est-à-dire des moyens qui n'existent pas en fait. Parce que, au fait, nous faisons beaucoup de bricolage concernant l'organisation matérielle, je veux dire, sur le plan financier. Et pourtant, recherche il y a, et la qualité des chercheurs marocains se fait beaucoup plus sentir à l'étranger qu'ici. Et donc ici, on ne peut pas rejeter cela. Vous n'avez qu'à voyager à l'extérieur pour voir l'importance des chercheurs marocains. Alors, de la rhétorique à la communication, le trajet épistémologique d'une discipline. À l'origine, je voulais en fait parler de la, disons qu'on appelle ça, comment le savoir liquide se manifeste à travers ce qu'on appelle aujourd'hui la didactique. Mais c'est bon aussi, et d'autres aussi, j'ai lu quelques titres, ont parlé de cet aspect-là. Donc je ne reviendrai pas là-dessus, mais je vais essayer de parler un peu de ce qu'on appelait autrefois la rhétorique et sa déclinaison actuelle en termes de communication. Et on va voir à travers le passage d'une discipline à une autre, disons, on va dire d'un savoir à un autre, comment en fait d'autres disciplines interviennent. Bon, ça a été déjà dit par mon collègue, mais j'en parle aussi. On va trouver, par exemple, au niveau de la communication, de ce qu'on appelle le linguistique cognitiviste. On va trouver des notions de sociologie, la communication de groupe. C'est quoi la communication de groupe? On est obligé de convoquer un savoir sur la sociologie. On parlera de ce qu'on appelle le développement personnel, le coaching, vous connaissez certainement ces concepts, la PNL, la programmation neurolinguistique, donc à la fois de la psychologie, mais aussi de la linguistique, et d'autres priorités. Et tout cela, ça fait, comme on dit, ça fait diluer un savoir. C'est comme un produit, bon, je donnerai l'exemple tout à l'heure, un produit chimique qui, après on le dilue souvent, il va donner d'autres produits qui n'ont rien à voir. Par exemple, un acide qui va devenir un produit même pour la cuisine ou bien pour la nourriture. Donc c'est extraordinaire. Donc d'un savoir, on va passer à d'autres types de savoir. C'est ce que je vais essayer donc de lire dans cette communication à partir de... Voilà. Il n'est pas anodin de se pencher aujourd'hui sur les problèmes de l'épistémologie et de la reconfiguration des savoirs, parce que toute mise à distance du point de vue personnel par rapport au concept, au paradigme et à la théorie, quel qu'il soit, permet de faire parler autrement les savoirs impliqués dans la recherche. Par exemple, la recherche-enseignement est un champ très à la mode ces derniers temps. Ce qu'il est moins par contre, c'est comment lui associer l'intégration de l'étudiant. Du moment que l'université aussi est concernée par la vie sociale et par l'avenir de la nation. Donc, c'est très important.
D'où la convocation de concepts transversaux qui sont exploités de plusieurs manières parce qu'elles appartiennent à des disciplines différentes et donc n'ont ni la même acception méthodologique, ni la même portée scientifique. C'est le cas de termes comme situation, transposition, ingénierie et mise en application. D'accord ? Si vous écoutez maintenant certains didacticiens, et surtout là, l'université est concernée par la réforme au niveau des soft skills, donc ils vont commencer certainement l'année prochaine, vous allez, tout le discours qui tourne autour va parler de ces concepts. En fait, ces concepts ont des significations différentes en fonction de la discipline. La situation en psychologie n'est pas la situation en sociologie, n'est pas la situation en didactique, n'est pas la situation au niveau de l'histoire, n'est pas... Donc ces concepts-là nécessitent une mise à distance autre. Néanmoins, il est opportun de prendre en charge avec assez de distance l'étude de l'opérationnalisation, ou si l'on veut, l'opérativité de l'outil en rapport avec la connaissance dans la spécificité d'un contenu particulier et authentique, précision qui conduit à circonscrire sujets et problématiques. Tout cela dans le but, sinon d'une meilleure, du moins d'une lisibilité autre et différente qui favorise l'amélioration et le progrès de la recherche dans le domaine et ou la discipline. Ce qui définit l'innovation. L'innovation procède de l'effort scientifique qui conduit à l'accommodation des structures schématiques et des prototypes formels à la situation d'analyse à laquelle on est confronté. Je reprends. L'innovation procède d'un effort scientifique qui conduit à l'accommodation des structures schématiques et des prototypes formels à la situation d'analyse à laquelle on est confronté. Cet effort consiste dans l'interrogation, la relativisation, la mise à distance, la critique et la discussion des concepts et des paradigmes. Cette posture épistémologique appuie en réalité l'interprétation et le développement des termes impliqués dans l'opération. Il ne s'agit donc pas seulement d'une mise à distance similaire, d'une mise en garde différentielle. Donc la mise à distance n'est pas tout simplement une mise en garde différentielle, c'est autre chose. La discussion des concepts paradigmatiques ou théoriques permet non seulement de mieux comprendre et cerner autrement la connaissance impliquée en situation, elle contribue par ailleurs à apprécier, dans le sens d'une forme de philosophie de la considération, c'est ça, c'est dans ce sens que j'ai utilisé le mot apprécier, le développement dans ses tenants et aboutissements. D'autant plus que l'objectif, dans la perspective de la recherche personnelle et spécifique, consiste à relativiser en la transformant peu ou prou le point de vue d'autrui, c'est-à-dire sa connaissance scientifique. À partir de là, l'évolution de la connaissance nous a démontré qu'il ne consiste pas dans la juxtaposition diachronique des méthodes, des sciences et des principes, mais plutôt dans les déplacements des savoirs, des savoirs et la dynamique adaptation de leurs présupposés. Je reprends. L'évolution de la connaissance nous a démontré qu'il ne consiste pas dans la juxtaposition des méthodes, juxtaposition diachronique des méthodes, des sciences et des principes, mais plutôt dans les déplacements des savoirs et la dynamique, ou si l'on veut, l'adaptation de leurs présupposés. Cela relève d'une posture d'objectivation de la connaissance par l'intégration des modalités d'extraction du sens et de transformation des démarches. Extraction du sens et transformation des démarches. Ce passage, alors je donnerai tout de suite un exemple pour l'enseignement. On a pris le modèle, par exemple, le modèle de la sémiotique ou bien de la narratologie, on l'a inséré dans l'analyse des textes littéraires au niveau du lycée.
Au lieu de prendre le schéma, le modèle de propre en 32 fonctions, on a adopté le schéma Kinner, hein, et on a adopté au niveau de l'enseignement de texte littéraire, bien du compte, au niveau du collège et du lycée. Du collège, plus précisément. Plus tard, on va introduire au niveau du collège la narratologie, figure 3, n'est-ce pas, comment il s'appelle, Gérard Genette, puis on va adopter l'extraction, puis la transformation des démarches, avec beaucoup de simplification. Et on passe. Donc il y a beaucoup de choses aussi, concernant tout, pour ceux qui enseignent au niveau du collège, tout ce qui concerne l'analyse de l'image, hein, ou bien tout ce qui concerne le discours journalistique, etc. Sans parler, bon, tout à l'heure je parlerai, du modèle du CV, le modèle de la lettre de motivation, etc. Ce passage crée un espace de médiation scientifique où le questionnement des principes de recherche et de ses objectifs conduit à une forme d'innovation en matière de recherche, en matière de sciences et de recherche. Comment interroger un mouvement disciplinaire qui a été amorcé depuis longtemps, voire dès la naissance de la rhétorique en tant que mode de connaissance, accompagnant l'émergence d'une autre science, la politique. Alors, juste un petit rappel, bon, il faudra en revenir au texte. La naissance de la rhétorique a accompagné en même temps la naissance de ce qu'on appelle la politique, c'est-à-dire en tant qu'action, exercice quotidien, avec quelque chose comme la politique. Ce qu'on exige du politicien. Pour être un homme politique, il faut cela. Et bien cela va accompagner dans les mêmes conditions la naissance de la rhétorique. Donc ils vont naître en même temps. Évidemment en Grèce, puis dans la période romaine. Comment donc interroger un mouvement disciplinaire, n'est-ce pas, qui a été amorcé depuis longtemps, voire dès la naissance de la rhétorique, en tant que mode de connaissance, la rhétorique était le mode de connaissance, accompagnant l'émergence d'une autre science, la politique, en scrutant les différentes modifications subies dans l'espace et le temps. On parle de la rhétorique grecque ou hellénistique, de la rhétorique romaine, qui ne sont pas la même chose, de la rhétorique chrétienne, qui n'est pas non plus la même chose, de la rhétorique scolastique, etc., sans négliger sa déchéance, entre guillemets, pour reprendre la forme d'une de ses branches, à savoir dans les occupants de l'élocution, seulement sous le nom de la tropologie au XVIIIe siècle, puis en phraséologie début du XXe siècle, en argumentation au milieu du XXe siècle, et sa renaissance sous l'appellation communication, avec ses diverses formes et domaines auxquels elle s'applique, communication interactionnelle, communication des groupes, communication interculturelle, communication des médias, systémique, psychologie cognitive, psychologie sociale, développement personnel avec la psychologie neurolinguistique, PNL, jusqu'à ce que nous appelons aujourd'hui soft skills. Tout ça, à l'origine, c'est la rhétorique. La rhétorique, mais évidemment diluée. On va dire, on va ajouter beaucoup d'eau, on va simplifier, et ça va donner cela. Comment opter pour une démarche scientifique et évaluer ce trajet épistémologique? Peut-on se limiter à mettre en évidence les objectifs de chaque discipline afin de conclure à leur parenté, que l'évolution de la connaissance a écarté pour répondre et résoudre des problèmes ponctuels, déplaçant ainsi un savoir vers un autre en dehors des exigences académiques relatives à la pertinence, à la cohérence, à l'adaptabilité et surtout à la question cruciale de l'éthique. La transmission d'une connaissance passe par un processus d'appropriation du contenu de cette connaissance, c'est-à-dire sa qualité spécifique. Or, ce processus pose la question de sa transformation en un discours de savoir. Entre parenthèses, l'argumentation. C'est ce qu'on va dire plus tard, ça a été cité tout à l'heure par mon collègue de Bordeaux aussi, par Foucault. Un discours de savoir, un mode de discours. Donc, ça transformation en un discours de savoir, entre parenthèses, l'argumentation, ou d'ingénierie, la communication, la PNL, susceptible d'en améliorer l'acquisition, et donc le mode de transmission. En effet,
le contenu disciplinaire d'un savoir est primordial dans tout effort d'opérativité de ce savoir, qu'il soit industrialisation ou didactisation. La question, ce que nous appelons, nous, la didactique, c'est-à-dire comment transférer des savoirs pour les transformer en savoir-faire, c'est une chose. On trouve la même chose en matière des matières scientifiques. C'est-à-dire comment une recherche pure, comment la décliner en industrialisation. Comment on va devenir, pour parvenir à la création d'objets pour l'économie. C'est le même problème pour le savoir qui devient façon d'enseigner, comment la science devient un objet industrialisé. C'est le même problème. Comment, à partir d'une machine, on va créer, je ne sais pas, une fusée, ou je ne sais pas, une voiture sans carburant, ou des choses comme ça. Donc c'est une théorie d'un savoir qui va être décliné en cela. Ainsi, la transmission procède d'un processus de médiation dont l'intervention aplanit les difficultés de conception, de situation et de schéma. Cet axe d'accommodation entraîne nécessairement la manifestation de formes d'innovation, formes dans lesquelles le nouveau revisite concept, structure et contexte, dans le cadre d'une vision inédite adaptée. Si je prends par exemple le discours universitaire, académique, la méthodologie de la thèse, la méthodologie du commentaire composé, la méthodologie de la dissertation philosophico-littéraire, si je suis exigeant, ou bien si je vais faire de la théorie, je vais retrouver les mêmes exigences qu'on trouve dans les principes de la disposition en matière de la partie de la rhétorique, qu'on appelle disposition. Dans une introduction appelée en rhétorique proème ou exorde, il y a des exigences, des étapes que nous retrouvons d'une manière ou d'une autre dans l'introduction. Dans le développement, il y a des étapes dans la rhétorique qu'on va retrouver aussi dans le développement d'une thèse ou bien d'un commentaire. D'accord? Seulement c'est dilué, c'est pas la même chose. C'est ça ce que je suis en train de dire. Donc on revisite concept, structure et contexte dans le cadre d'une vision inédite adoptée. On parlera de rhétorique comme discours argumentatif, comme mode interactionniste, comme communication, comme négociation. D'ailleurs, en matière de communication, on parle de la négociation, comme s'il s'agissait de l'économie. C'est dans cet ordre que le geste transversal, qui pense, définit et établit des relations entre disciplines, permet l'émergence d'un autre savoir et d'un autre mode d'application de ce savoir. La simplification, la fixation des étapes et des objectifs, étant donné que les processus et les objectifs ne vont plus être les mêmes, ce bloc monolithique du savoir X solidifie et dans son expansion subit une mutation par le fait d'entrer en contact avec d'autres champs disciplinaires. Le discours va s'associer à la psychologie, à la sociologie. L'économie entre en jeu avec l'importation de la promotion de soi.